et tous. Je suis vraiment contente. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Alors, je commence par me présenter en quelques mots. Je m'appelle Marie-Ève Ouellette. Je suis la maman d'Étienne, un petit garçon qui aura 1 an dans quelques jours. Et je suis historienne de mon métier. Je suis donc particulièrement heureuse d'être parmi vous pour ce premier panel qui va nous donner une perspective historique sur la situation actuelle des services de garde au Québec. Je vais commencer par vous présenter notre première conférencière sans plus attendre. Il s'agit de Madame Micheline Lalonde-Gratton. Madame Lalonde-Gratton est sociologue. Elle est spécialisée en éducation à la petite enfance. Elle a été adjointe au module préscolaire primaire en perfectionnement à l'Université du Québec à Montréal. Elle a mis sur pied le certificat de premier cycle en éducation à la petite enfance et elle a enseigné dans ce programme pendant plus de 20 ans. Elle a aussi travaillé en collaboration avec le regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie et sa passion pour les enfants est une très longue histoire. Elle est l'auteure de 2 ouvrages publiés aux presses de l'Université du Québec. Le premier, Fondements et pratiques de l'éducation à la petite enfance, et également l'auteur du livre intitulé Des salles d'asile au centre de la petite enfance, la petite histoire des services de garde au Québec. Donc, sans plus attendre, je vous laisse au bon soin de Madame Lalonde-Gratton et je serai là pour animer la période de questions après les 2 conférences. Je reprendrai la parole après votre présentation, Madame Lalonde-Gratton. Merci. Et bonjour. Est-ce que c'est à mon tour? Oui. Oui, c'est à votre tour. D'accord. OK. Je ne suis pas très familière. À mon âge, je ne suis pas venue au monde avec une souris dans les mains, ça paraît. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je veux juste souligner que Mme Pauline Marois a fait l'histoire de tous les services de garde depuis le début. Elle l'a fait de façon très positive et c'est vrai qu'elle a participé tellement de fois à des choses pour faire avancer les services de garde. Moi, je vais regarder un petit peu le côté négatif des choses, c'est-à-dire les difficultés, les luttes auxquelles les services de garde ont été confrontés à travers le temps. Mais une chose que je vais vous dire tout de suite, c'est que l'histoire des services de garde ne commence pas il y a 25 ans, comme on a pu le lire dernièrement dans une vaste consultation maintenant qui se promène à travers la population québécoise, justement pour savoir un peu les perceptions des gens, de toute la population, sur les services de garde à l'enfance. Est-ce que ces services-là procurent vraiment un bon développement de l'enfant et tout ça? En répondant beaucoup, un petit peu passionnément, là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va résulter de ça, mais ça montre quand même que depuis le début des services de garde, tout ce qu'on a fait, c'est un peu de la consultation, mais sans toujours passer à l'action. C'est beau consulter, mais là, il va falloir passer à autre chose. Moi, je suis mère, je vais vous dire tout de suite, je suis mère de 5 enfants, j'ai 12 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, et ça me frappe parce que un de mes arrière-petits-enfants, mon petit Léon, ça fait 4 fois qu'il change de service de garde et il vient d'avoir 3 ans. Alors là, moi aussi, je me suis impliquée pour ça parce que je trouve ça, il est instable et il y a une place. Parce que j'ai une de mes filles qui travaille comme éducatrice en milieu de garde et qui a tiré des ficelles. C'est pas correct que je dise ça, je le dis pareil. Qui a tiré des ficelles pour que Léon ait sa place, au moins à temps partiel. Parce qu'il est vraiment très déstabilisé par rapport à ça. Là, ça commence à aller mieux parce qu'il sait qu'il va toujours avoir sa place jusqu'à temps qu'il rentre à l'école. Mais ça a été des moments difficiles et je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation-là. Je lisais justement la semaine dernière dans le journal, mères et éducatrices se mobilisent contre la crise des garderies. Comme d'habitude, ma première réaction, ça a été de dire « Hey, là, je suis tannée d'entendre ça. Est-ce qu'ils vont finir par comprendre? Est-ce que la consultation qui se passe actuellement est nécessaire
pour arriver à comprendre. Ça fait un siècle que les services de garde existent. Puis ça, on n'en parle pas, mais moi, j'ai eu la chance de fouiller dans tous les documents possibles, même chez les religieuses, pour retrouver des données qui montrent de 1858, qui ont été les premières salles d'asile au Québec. Je m'excuse, j'ai la gorge sèche. Je prends des médicaments qui me font ça. Alors, je veux vous en parler parce que c'est un moment crucial dans l'histoire du Québec et on n'en parle jamais. Alors, c'est au moment où l'industrialisation et l'urbanisation arrivent en 1800, les années 1800, et qui forcent les mères à aller sur le marché du travail. Il y a de la pauvreté, il y a de nombreuses familles qui n'ont pas de lieu pour se loger, etc. Et les religieuses voient qu'il y a plein d'enfants qui sont laissés à eux pendant le jour et décident, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de laisser ça comme ça. Il y a des religieux qui s'impliquent, le père Rousselot, puis un autre qui s'implique là-dedans, et tout le monde se met ensemble, on crée des salles d'asile, on les finance avec des bazars, on s'organise. Oui, OK, il y a des ratios très élevés, des ratios de 1 pour 200 enfants peut-être, mais c'est un contexte différent. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une philosophie éducative que je n'ai pas lue encore ailleurs. On a des philosophies éducatives, mais je veux vous le dire, dans le fond. On parle même, à ce moment-là, les religieuses disent qu'elles prennent la relève en créant des salles d'asile et en prenant en charge l'éducation des enfants sans brimer le lien étroit d'attachement entre la mère et son jeune enfant. Le lien d'attachement, là, on a entendu parler de ça dans 1980, mais jamais depuis ce temps-là. Alors là, l'autre partie de la philosophie éducative, c'est que les religieuses vont spécifier que les salles ne sont pas des écoles. J'essaie de faire comprendre ça à tout le monde. L'instruction ne peut et ne doit être que tout à fait secondaire. De 2 à 6 ans, l'enfant apprend la vie, développe des habitudes honnêtes qui tracent la ligne de conduite pour son avenir. Il ne s'agit pas de faire d'eux des petits savants. L'enseignement de l'école est sérieux et calme. L'enseignement de l'asile est joyeux et animé. Alors, je pense que comme philosophie éducative, oui, on en a des philosophies éducatives, mais de prendre l'enfant comme il est, pas en essayant de le rendre à aller à l'école ou de croire qu'il vient au monde quand il arrive à l'école et de rien lui donner de 0 à 5 ans, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. On ne met pas l'accent sur l'importance aujourd'hui du 0 à 5 ans. Il y a eu le débat des maternelles de 4 ans et 5 ans. Et bon, moi, en tout cas, je me dis contre ça. Mais il faut arriver à voir c'est quoi les besoins des enfants. On a consulté, on reconsulte encore. On les connaît, les besoins. Il y a eu des recherches, il y a eu des études. À travers le temps, je ne peux pas nommer ce que j'ai fait. J'ai fait des tableaux pour voir le nombre de consultations, le nombre de comités, le nombre de recherches, le nombre de « OK, on revoit pour voir qu'est-ce qu'on a besoin ». On sait c'est quoi les enfants de 0 à 5 ans, les recherches ont montré. On sait qu'est-ce qu'il faut leur donner. Oui, ça va coûter cher. Oui, ça coûte cher. On a déjà dit, à un moment donné, il y a une des ministres qui a dit « Oui, ça coûterait 2,3 milliards pour rendre ça accessible à tout le monde, mais on n'a pas les moyens de faire ça. » Alors, si on n'a pas les moyens qu'on le dise, mais qu'on arrête de consulter pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on doit offrir aux enfants. Je pense qu'on a dans le monde de l'éducation des gens qui font de la recherche et qui sont aptes à définir c'est quoi, justement, Nathalie Bigra qui va vous parler de la qualité des services de garde. On ne va pas aller consulter les gens dans la population québécoise à savoir « Hey, y a-t-il de la qualité dans les services de garde? » Oui, il y en a, puis ça peut être amélioré. Alors, je pense que les parents, à l'heure actuelle, ont le droit de demander d'avoir des places pour leurs enfants
et pas être obligé de se battre à chaque fois. On n'en a pas développé suffisamment des places, on le dit ouvertement. Dans les dernières années, il y a eu même pas 15 000 places de développées. On promet ces places-là, on repromet ces places-là, on les remet d'un parti politique à l'autre, et finalement, ils ne sont pas là. Et les places qu'on veut développer à l'heure actuelle, c'est des places qui étaient déjà promises. Alors, qu'on les développe, ces places-là, puis qu'on arrête de dire on va vous promettre des places. Alors, j'aimerais avoir de la cohérence entre les valeurs de la société québécoise, qui sont les enfants, la famille, et l'éducation, et le discours véhiculé, que ce soit par les médias d'information, les politiciens, les regroupements, etc., et qu'il y ait des actions au bout et qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je pense qu'actuellement, ça manque un peu là, au niveau des services de garde à l'enfance. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails de l'historique parce que ça fait 100 ans, 165 ans, si je retourne en arrière aux religieuses, qu'on parle de garderie, qu'on parle que les enfants ont besoin, que les mères ont besoin. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend pour dire, OK, on arrête tout ça, puis on agit. On agit, puis on le fait, pas parce que les enfants viennent au monde à 5 ans, puis peut-être qu'ils vont avoir des problèmes. On le fait parce que quand ils viennent au monde, déjà, ils ont des apprentissages. Il ne faut pas l'oublier. Ce que je trouve intéressant dans votre propos, si j'ajoute une petite touche historique, c'est qu'en fait, vous parliez de l'industrialisation. Effectivement, à l'époque qu'on appelle pré-industrielle, donc avant la première moitié du 19e siècle, grosso modo, le travail des femmes, c'est souvent à l'intérieur du foyer, et puis les femmes participent à la vie agricole, ou alors quand on est dans des métiers de l'artisanat, le travail est imbriqué avec la vie familiale, donc on n'a pas de travail à l'extérieur de chez soi. Très peu de femmes ont des emplois, mais c'est vraiment à l'intérieur de la sphère familiale que les enfants travaillent aussi, en étant souvent aide à la ferme, etc. Et c'est vraiment avec l'industrialisation, l'exode rural, les familles qui arrivent en ville, où là, on commence à avoir des emplois à l'extérieur de la maison. Et effectivement, c'est tout à fait logique que ce soit à ce moment-là où naît le besoin d'avoir des services de garde pour ces femmes en ville qui doivent travailler dans les usines. Et sans rentrer dans les détails, à ces époques-là, on travaille des 8, 9, 10 heures par jour, des conditions d'emploi inimaginables aujourd'hui. Donc, on a vraiment besoin. Et ce qui est intéressant dans cette perspective-là, c'est de voir que dès le tout début, l'apparition des services de garde elle est liée à l'emploi à l'extérieur de la maison des femmes. Et aujourd'hui, en 2021, on est encore dans cette dynamique-là. Le même discours toujours. Bon, il y a des actions, là, je ne nie pas tout ce qui a été fait, au contraire, là, parce que je me souviens même d'avoir participé dans les décisions qui ont été prises pour avoir... j'ai pu travailler avec Claudette Pitt-Robin, justement, au regroupement pour les centres de la petite enfance. On avait présenté un dossier, tout ça, et je pense que ça avait été bien reçu. Et c'est un moment historique, je pense, c'est le point tournant de l'histoire pour vraiment commencer à bâtir. Les centres de la petite enfance ont été vraiment le point tournant de l'histoire. Alors, mais là, il faut les faire, les centres de la petite enfance. Il ne faut pas les laisser tomber, là. Il faut les faire grandir comme ils le méritent aussi. Là. Alors, voilà. Merci énormément pour votre propos synthétique et très engagé sur cette question. Je rappelle à tous les participantes et participants qui nous écoutent que vous pouvez envoyer vos questions dans la section questions et réponses de Zoom, et je vais me charger de poser les questions à la fin pour une période de questions communes. Comme ça, si jamais vous avez une réponse qui est arrivée dans l'autre présentation, on pourra privilégier des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, merci beaucoup, Madame Lalonde-Gratton. Je voulais préciser à ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez en savoir plus sur le livre de Madame Lalonde-Gratton, il est en téléchargement gratuit en ce moment sur le site des presses de l'Université du Québec. Donc, vous pouvez chercher Madame Lalonde-Gratton sur le site web des presses de l'Université du Québec et télécharger son historique des services de garde si vous voulez avoir tout
les détails. Alors, sans plus attendre, sans plus tarder, je vais présenter notre deuxième intervenante de ce matin. Il s'agit de Madame Stella Guy. Madame Guy, pendant sa carrière de 45 ans dans la fonction publique provinciale ou municipale, a été une gestionnaire engagée dans divers dossiers qui améliorent la qualité de vie des femmes et des enfants. Parmi les dossiers dans lesquels elle a été impliquée, on peut parler de la protection de la jeunesse, des cliniques de contraception et d'avortement, l'implantation des maisons pour femmes violentées et l'implantation des services de garde au Québec. Madame Stella Guy a aussi été présidente directrice générale de l'Office des services de garde à l'enfance du Québec de 1982 à 1988. Et hier soir, en faisant une petite recherche Google sur Madame Guy, je tombais sur des articles de journaux des années 80 où Madame Guy est déjà une intervenante engagée dans toutes ces questions. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter ce matin. Elle va nous faire une présentation qui s'intitule « Revendiquer et protéger ses acquis, le rôle des parents dans la mise sur pied des services de garde ». Madame Guy, vous pouvez donc ouvrir votre vidéo et votre micro. Je vous vois sur Zoom, Madame Guy. Il faut que vous ouvriez votre micro. Oui, alors je vous vois en caméra. Il vous reste à ouvrir votre micro. En bas à gauche de Zoom, vous avez le lien avec un petit micro. Vous devez peser dessus. Attendez. Est-ce que Myriam Moore, tu peux ouvrir le micro de Madame Guy? Je pense que c'est parfait. Parfait, là c'est bon, on vous entend, on vous écoute, vous avez 20 minutes. Bonjour. Alors, d'abord, félicitations à toutes celles et ceux qui ont organisé cette journée. Moi, cette demande de participation m'a permis de faire un grand retour dans le passé, si vous regardez les dates. Et c'était un retour très agréable parce que le dossier des services de garde a été pour moi une grande satisfaction professionnelle parce qu'on a fait des choses et on a fait évoluer les services de garde. Madame Gratton vous a montré tout à l'heure tout un pan, Madame Marois et Madame Gratton Lalonde vous a montré tout un pan de l'historique. Et ce qui est intéressant là-dedans, vous l'avez souligné, c'est de voir justement que ça a toujours été relevé, c'est une condition des femmes. Hein? Le travail et les enfants à la maison. Mais je pense que nos mères et surtout nos grands-mères, vous êtes plus jeunes ou arrière-grand-mères, avaient déjà le secret des garderies en milieu familial. Parce que quand vous aviez 8, 10 enfants et 12 enfants, je pense que c'était déjà installé la garde en milieu familial. Alors, on va parler plutôt là des garderies. Et je pense que vous avez aussi ne pas oublier que les religieuses à l'époque qui ont fait des interventions dans l'historique des services de garde, ce sont des femmes qui étaient préoccupées justement du développement de l'enfant, comme l'a bien montré Madame. Et dans l'histoire, moi, je vous inviterais à aller les consulter, le livre de Madame Gratton et d'autres livres sur l'historique des services de garde au Québec. On voit des photos. Je vais vous en montrer une qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si je vous la présente bien. Ça, c'est les enfants dans une garderie en 1858 chez les franciscaines qui avaient fait une garderie à côté, si vous connaissez Montréal, sur la rue Laurier, à côté du secteur qu'on appelle des Guenilles, où se faisait le travail des femmes en industrie. Et ils avaient ouvert cette garderie-là, consciente du développement de l'enfant. Et si vous remarquez dans l'histoire, je me permettrai juste un autre petit ajout, qu'on va regarder à chaque fois que ça finissait, comme après la Première Guerre mondiale, les garderies ont fermé parce qu'on a dit aux femmes, les hommes reviennent au travail, retournez à la maison. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 40, est arrivé exactement le même phénomène. Alors, on peut pas oublier cet aspect-là aussi de l'histoire. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je savais qu'il y avait des bonnes historiennes qui allaient vous faire le tour,
j'ai essayé de la relire, l'histoire. J'ai réussi à la relire, mais en mettant en parallèle le budget, l'étude du budget et quels sont les phénomènes qui font qu'on est gagnant. Tout à l'heure, une des Myriam, là, parce que je suis mêlée dans les Myriam, disait, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont déjà en place. Et j'ai essayé de trouver les facteurs gagnants. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne la lutte pour qu'ils se développent et qu'ils s'implantent, les services de garde? Alors, j'ai trouvé 3 conditions. Et je trouve que votre mouvement qui s'appelle Ma place au travail, justement, doit se servir de l'histoire à chaque fois que ça a été gagnant au Québec, qu'on a développé des services de garde, qu'on les a implantés. On n'a pas seulement dit on met ça dans le budget, puis après ça, il s'ouvre pas les places. Il y a des raisons pour lesquelles ça s'ouvre pas. Alors, j'ai essayé de regarder dans le cycle historique de ça, comment ça se fait que ça a fonctionné quand ça a fonctionné. Et il y a 3 raisons. Il y en a juste 3, puis ils sont pareils tout le temps. Et je les ai même comparés avec celles de d'autres pays, comme la Scandinavie que j'ai visité pour ces services-là et d'autres pays, et c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Alors, on va essayer de se servir de l'histoire pour que vous la gagniez, votre bataille, parce que vous avez l'air parti pour la gagner, Ma place au travail. Alors, si ça vous aide un peu. Alors, la première condition, vous l'avez tout de suite vu, c'est une lutte qui doit être menée par les femmes, par les parents, et ça doit avoir par les syndicats, par tous les groupes sociaux, parce que les syndicats ont un rôle important devant les besoins, bien sûr, il faut qu'il y ait un besoin, de revendiquer les services de garde, de ne jamais arrêter, il n'y a rien d'acquis. C'est la revendication qui doit se faire auprès du gouvernement. On parle du gouvernement, mais il faut parler aussi des employeurs. Les employeurs ont une responsabilité. Hein? Il y en a des garderies dans le milieu du travail. Il y a des expériences extraordinaires d'employeurs qui se sont regroupés ensemble. Ils étaient trop petits pour faire une garderie chez eux, mais dans des endroits, 2, 3, 4, 5 employeurs, ils ont dit ça peut marcher peut-être. Alors, les municipalités, hein? Alors, la nécessité de revendiquer et justement de faire le lien. Quel est l'argument qui est le plus fort? C'est le taux de travail des femmes. Puis M. Fortin, je me retiens là-dessus parce que je sais que vous avez la personne compétente pour en parler. Après, ça fait des années qu'il le fait sortir. Mais moi, je me souviendrai toujours du moment où on est allé chercher des budgets importants avec Mme Marois dans les années 80. C'est lorsqu'on a fait comprendre à M. Parizeau, qui était ministre des Finances, qu'il allait gagner de l'argent en finançant les services de garde, en permettant aux femmes de devenir des travailleurs qui avaient des comptes de pension, qui avaient des bonnes conditions de travail et leur autonomie. Et là, quand ils ont vu les services de garde, cet aspect-là, on a fait beaucoup de chemin. Je vais vous donner juste l'exemple. Quand on a parti en 1975, il y avait 29% du taux de travail des femmes sur le marché du travail. Le budget des garderies était 1,1 million. Quand le taux de travail des femmes est monté à 50%, c'est dans les années 83, le budget est monté à 38,8 millions. Vous voyez, à l'époque, ça vous paraît peut-être pas un gros saut, mais à l'époque, c'était un saut très important. Alors, oui, il faut aujourd'hui cette chose-là pour que ce soit la lutte des femmes, des groupes sociaux, pas juste des femmes, les parents, les groupes sociaux, les syndicats, tous les groupes communautaires du quartier. La deuxième que ça prend, puis les femmes, on est patientes, hein, mais faut pas lâcher. Mais comme disait Mme Gratton, Mme Lalonde tout à l'heure, là, ça fait des années, ça fait plus que 200 ans au Québec qu'on les revendique, les garderies. Ça n'a pas commencé il y a 20 ans. Hein? Et la deuxième question, c'est une volonté. La deuxième condition, c'est une volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, on parle pas juste de certains premiers ministres qui disent oui, on va développer, mais que ça se développe pas. Vous l'avez vu, Mme Marois vous a bien expliqué tout à l'heure, c'était lorsqu'on a vraiment réalisé une véritable politique familiale. C'est-à-dire une politique familiale qui faisait que le gouvernement
s'est engagé à concerter tous ces ministères, tous les organismes, les obliger dans leur budget pour dire oui, tu mets de l'argent là en éducation pour former les éducatrices. Oui, tu mets de l'argent là pour la garde en milieu scolaire. Faut pas oublier, là, les enfants, ils ont 5 ans, vos tout petits, là. Mais quand ils vont aller à l'école, puis ils finissent à 3 heures, puis vous finissez de travailler à 6 heures, là, hein. Alors, il faut aussi les gardes en milieu de travail, en milieu scolaire. Il faut aller. Le gouvernement doit donner les directives aussi pour que ce soit des milieux de qualité et sécuritaires et les budgets. Alors, c'est bien sûr que les normes budgétaires doivent répondre à ça et il faut absolument que cette approche-là, dans la politique familiale, on mette le premier objectif des services de garde au Québec, c'est l'enfant. Est-ce qu'on veut une politique de services de... Faut que ce soit clair dans la politique, qu'on veut une politique pour les enfants, on veut des services de garde, c'est un milieu de vie. Un milieu de vie pour l'enfant pour qu'il se développe. On ne favorise pas ce que j'appelle l'approche de la petite école. Et on dresse le temps d'aller à l'école, puis ils vont s'ennuyer s'ils arrivent s'ennuyer à l'école à un moment donné, s'ils connaissent trop d'affaires avant d'arriver en première année. Alors, le milieu de vie, mais un milieu de vie adapté à chaque garderie. Hein? Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que le gouvernement reconnaisse que la participation des parents, ce sont les parents qui sont capables, qui doivent participer à la gestion de la garderie par le conseil d'administration, par leur implication pour déterminer l'approche de service qu'ils veulent, les heures d'ouverture, ils peuvent tout à fait voir comment ils veulent organiser, ben aller se chercher d'autres ressources, tant mieux, etc. Alors, il faut que ce soit clair dans la politique que ça doit se développer dans l'approche d'un milieu de vie et la participation des parents et que ça doit être complémentaire. Ça fait un peu le parti du rêve de Mme Marois, mais il y a des garderies qui l'ont déjà réalisé, ce rêve-là. Complémentaire au service de la petite enfance. Si vous, en Gaspésie, votre CLSC s'implique, vous n'avez pas besoin d'attendre que le modèle des garderies du gouvernement du Québec dise que ça s'implique. Faites-le, vivez-les, osez le faire. Hein? Si quand on ouvre une garderie au centre-ville à Montréal, à Place Ville-Marie, pour tous les travailleurs qui travaillent là, on fonctionne pas de la même façon que quelqu'un qui ouvre une garderie de quartier. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est important. C'est important que ce soit les parents qui travaillent, qui s'impliquent. Et il faut jamais oublier aussi que le gouvernement, faut qu'il mette une structure de contrôle. C'est sûr qu'il faut qu'il allège ça. Faut qu'il allège sa procédure administrative. Mais faut qu'il y en ait une aussi. Parce que c'est de l'argent public. Et le jour où les garderies sortiront, puis après ça, ils disent, ils savent pas se financer, c'est du gaspillage. Non, non. C'est bien géré, les services de garde. Il y a du monde compétent, il y a des directeurs, des coordonnateurs, appelez-les comme vous voulez, qui gèrent bien. Les parents s'impliquent dans le budget aussi. Alors, il faut que le mot d'ordre soit donné à ce qu'il y ait des employés du gouvernement. Avant, c'était l'Office des services de garde. Ce sont des agents de liaison avec les garderies et le gouvernement pour donner justement de l'aide, du soutien, etc. Et aussi, quand on dit que c'est une véritable politique, elle est portée par des ministres ou un gouvernement, cette politique-là, parce que c'est le côté politique. Mais vous avez des élus locaux, hein? Vous avez des élus locaux. Alors, il faut leur faire porter aux élus locaux aussi la responsabilité de l'engagement de leur gouvernement. Si vous avez un ministre qui soit de quel parti politique, quand il est rendu à ce niveau-là, impliquer les élus locaux pour qu'ils s'assurent que leur gouvernement y en mette en place la politique, hein? Et qu'ils se développent, les places se développent. Et la troisième partie de la réussite, la troisième condition, donc, c'est la deuxième, une véritable politique familiale. C'est là qu'elle existe. Et aussi, la troisième condition, pour que vous ayez une garderie qui répond à vos valeurs comme parents, le travail d'implantation, c'est quand on en ouvrir une,
ou le travail de consolidation quand la garderie est déjà ouverte, elle doit se faire en parallèle, en concertation avec les parents et les ressources du milieu. Tantôt, c'est une autre garderie, comme en parlait Mme Marois, qui peut venir vous aider. L'Association des garderies, des regroupements régionaux, ils donnent de très, très bons services. Tantôt, ça peut être quelqu'un de la ville qui peut vous aider pour l'ouvrir. Oser des modèles, c'est le même qui s'est développé. Tantôt, c'est votre syndicat peut-être qui va vous aider en vous donnant des ressources ou en vous aidant. Alors, il faut que le travail se fasse. C'est la troisième condition, c'est la concertation avec les parents et les ressources du milieu. Parce que chaque comité de parents doit s'adapter pour avoir la garderie qui réponde à ses besoins. On ne parle plus de réseau quand on implante une garderie. Ça, c'est quand on est au gouvernement, il faut tout planifier, OK? On parle de mettre en place un milieu de vie pour vos enfants. Et c'est la responsabilité des parents et de l'État. Il faut jamais oublier ça. Sinon, vous vous situez comme dans une position de parent consommateur. Oui, je consomme là, mais j'ai pas un mot à dire. Je laisse mon enfant là, puis j'ai payé, puis je le reprends le soir en sortant. C'est pas ça la responsabilité. Vous le savez, vous n'êtes pas des parents comme ça. Alors, je pense que, et pour vous montrer comment que c'est une approche gagnante, je vais vous donner la période que je connais bien, qui était l'Office de service de garde. Quand les trois conditions sont là, ça marche. OK, pourquoi qu'on était capable d'en ouvrir 30 000 une année, puis 10 000 une autre année, puis là, ils en promettent 5 000, puis ils ouvrent pas. Il y a des raisons. Hein? Alors, quand on a regardé politiquement, Mme Marois a noté le plan Bacon des années 74 et 75. Le Parti libéral avait essayé de faire un effort pour mettre des garderies. Ça n'a presque pas marché. Quand ils ont décidé qu'il faut que ça fonctionne, ils ont fait une loi spéciale, l'Office des services de garde, et ils ont dit, vous devez, avec le pouvoir, le conseil d'administration, c'était pas un ministère, le conseil d'administration, s'il y avait des parents, des gens des ministères, vous devez les développer. Ben, ils ont été développés, même on est allé chercher des budgets supplémentaires. Le budget est passé de 11 milliards, il est passé à 80 millions. Hein? Mais il s'est développé 35 000 places, etc. Et tout, pourquoi? Parce qu'il y avait la volonté politique, il y avait les budgets, il y avait, comme vous a dit Micheline, il y avait des côtés, et Mme Marois a parlé tout à l'heure de la grève de loyer. SOS Garderie était quasiment dans mon bureau. Ils ont même occupé mon bureau des boutons, puis ils avaient raison. Il avait raison de le faire parce qu'il continuait de demander et c'était passé pour les conditions de travail surtout. Et ces employés-là ont tous commencé dans ces années-là, 6 mois de Canada Travail, Perspective Jeunesse, tous ces programmes-là d'assurance chômage. Là, ils travaillaient 6 mois, ils gagnaient 6 mois d'assurance chômage, puis ils revenaient. C'est pas des conditions de travail, ça. C'est pas des conditions de travail pour des éducatrices. Alors, il y avait raison de militer, puis ils ont encore raison d'avoir des bonnes militations. Alors, c'est les 3 conditions gagnantes. Et faites l'histoire du Québec et voyez où ça s'est développé. C'est ça, je me suis amusée à faire ça. En 85-94, madame, après l'Office des services de garde, quand les libéraux ont pris le pouvoir, ça a flotté pendant ces années-là. Ça a continué son air d'aller. Ça a repris en 94 et 2001. Madame Marois vous a fait le bel exemple de la politique familiale. Mais pourquoi ça a marché? C'est parce qu'on n'a pas juste parlé d'ouvrir des garderies, on l'a fait avec la politique familiale. Après ça est arrivé M. Charest de 2003-2012. Pendant 9 ans, qu'est-ce qui est arrivé? On a développé le service, le but lucratif. Hein? On a tassé des éléments de la politique familiale. Il y a quelqu'un qui va vous en parler. Là, j'ai vu de ça. Alors là, on a favorisé le développement. Avant, il y a de la place pour des garderies privées. Il y a des bonnes garderies privées à but lucratif. Il y en a des moins bonnes, on le sait. Et puis, il y en a qui sont tellement luxueuses que ça coûte aux parents, ils mettent 100 piastres de plus par jour, puis 200 piastres pour avoir des garderies de luxe aussi, ce qui est une autre affaire.
Alors, M. Charest, pendant 9 ans, là, ça n'a pas été sa préoccupation. Puis il y a même de ces ministres qui ont été pris, qui sont en cours pour avoir donné des permis, vendu des permis à des garderies à but lucratif, M. Tamassi et d'autres. Il n'y avait que cette chose-là. Alors, ça en prend un contrôle politique et des ministères, mais il faut le rendre ça. Après ça, Mme Marois est revenue au pouvoir pendant 2 ans. Elle a brassé un peu le dossier, mais ça a été trop court. Et là est arrivé M. Couillard. Ils n'ont pas appliqué la politique, ils n'ont pas voulu, ils ont dit qu'ils en feraient. Mais, et là, c'est comme arrêter un bout de temps. Ça a pris 4 ans. M. Couillard, ça n'a pas été non plus son gouvernement une préoccupation. Arrive la CAQ. Et c'est là que je dis que vous avez les solutions. Actuellement, vous avez les conditions gagnantes. La CAQ arrive, elle n'en parlait pas plus que les autres, hein? Mais là, on commence à sentir la pression. Et si vous remplissez la première condition de ne pas lâcher la revendication à tous les niveaux, et là, en plus, il y a les budgets. Puis la politique familiale est déjà faite, ils ont juste à l'appliquer, hein? Celle qui a été votée, là, je pense qu'elle est satisfaisante. Ils ont simplement à l'appliquer puis à mettre un effort. Le ministre commence à dire, je vais assouplir un peu les directives administratives pour faciliter l'implantation. Vous voyez, vous avez déjà des indices d'une percée. Puis le budget, bien, vous tombez dans une bonne année. La CAQ avait remis de l'argent. Puis deuxièmement, le fédéral vient de dire qu'il va vous en remettre un petit peu dans... Alors là, le budget est là aussi. Parce que c'est sûr que si on n'a pas l'argent, ça se développe très mal. Et je pense, et vous avez ce que vous avez dans la main dans la lutte pour la réussir, votre lutte, vous avez le taux de participation des femmes. Moi, je dis toujours, là, sortez toutes les femmes de toutes les écoles, OK? Là, si vous voulez pas en avoir des garderies, sortez-les toutes. C'est pas vrai qu'on va faire payer au peuple des instructions, hein? Puis après ça, on sert pas de tous ces talents-là. Si vous les voulez pas, mais en faites pas des directrices de communication, des ingénieurs, des infirmières, sortez-les toutes de l'école, puis ramenez-les toutes à la maison. OK, pas de service de garde, hein? Mais le jour où on paie, puis qu'on reconnaît comme société l'égalité des hommes et des femmes qui ont le droit de se réaliser, ben là, on faut s'équiper en conséquence quand on veut les faire travailler. Toute la richesse de la formation des femmes qui n'est pas utilisée, c'est encore un scandale, à mon avis. Alors, c'est bien certain vous avez tout en main, vous avez vos 3 conditions. Maintenant, Myriam m'avait demandé de parler du rôle des parents, et là, je me suis amusée, je me suis rappelé quand papy allait à la garderie aussi, comment tout ça on fait. Vous avez décidé, je pense que là, il y a une importance aussi de message, parce que vous êtes là, vous êtes dans l'implantation. Vous finissez votre congé parental, chanceuse, vous en avez, dans mon temps, on n'avait pas. Alors, profitez-en bien, etc. On avait un peu, mais pas payé. Alors, vous devez choisir votre mode de garde pour votre enfant. Votre petit garçon va avoir 1 an, 6 mois. Est-ce que c'est une pouponnière ou pas? Vous tombez dans la réalité, là, vous êtes dedans. Je vous sens comme jeune mère impatiente. Et là, vous dites, veux-tu une garderie? Oui, il y a une garderie privée. C'est quoi la différence entre CPA, garde en milieu familial et tout ça? C'est compliqué de vous retrouver là-dedans, mais vous vous rendez compte que, en plus, vous l'avez trouvé, la garderie, vous voulez que votre petite fille, votre garçon là, il n'y a pas de place. Hein? Vous êtes sur une liste d'attente, il n'y a pas de place. Alors, ou bien être à X kilomètres trop loin, votre horaire de travail ne correspond pas, vous êtes confronté à cette réalité-là. Alors, et l'horaire de travail de votre conjoint, le transport, vous trouvez que l'approche éducative dans sa garderie-là a fait dur un peu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les valeurs parentales, alors vous êtes confronté à une réalité, vous devez l'implanter. Implantez-en, ouvrez-en, osez, imaginez. Les garderies, là, s'ils sont là, j'ai encore mon ancien langage, les CPA, quand ils sont là, il faut qu'ils répondent au milieu. Inventez celle de votre milieu dans les normes qu'on vous donne. Vous avez des marges de manœuvre immenses. Hein? De vous associer avec d'autres gardes de la région, vos associations de garderie, les groupes sociaux. J'en ai vu qui s'ouvraient, par exemple, avec des centres d'accueil pour des personnes âgées. C'est la responsable des centres d'accueil personnes âgées disait, mes petits vieux, mes petites vieilles sont assez contentes l'après-midi, vont s'asseoir puis ils regardent les enfants. Puis ils ont du plaisir dans le cours des enfants. Osez de trouver, c'est votre milieu à vous, c'est vous autres qui le connaissez. C'est pour ça qu'il faut que ce soit les parents. Et créez-vous un groupe projet. Quand votre projet sera bien monté, assez structuré vos besoins. Oh là là.
Excusez, c'est une erreur, je l'avais fermée. Oh! Est-ce que c'est votre vidéo? Refusé. Oh. Bon, refusé, il vous reste environ une minute, Madame Guy. Je l'ai, j'arrive à votre minute. La minute, la liaison, faut que vous tenez un lien aussi avec votre l'employé du gouvernement. Faites-en votre allié, la personne qui vous conseille au gouvernement, à pas cheminer vos dossiers à l'intérieur du ministère. C'est comme ça que ça marche. Alors, mais une fois qu'elle est ouverte, votre garderie, vous avez encore un rôle des parents. Vous avez un rôle de relation avec le... Impliquez-vous sur le conseil d'administration. Établissez une relation avec la responsable du projet, la directrice du projet, avec les autres parents. Des comités de parents peuvent se créer. Un peut s'occuper de la cour extérieure, l'autre peut s'occuper du programme. Alors, si le CPE, donc, vous voulez reviser la position de, que ce soit les menus, parce que plus de végétariens, peu importe, vous avez ce pouvoir-là. Impliquez-vous dans votre garderie pour l'ajuster. Vous voulez changer des heures d'ouverture? Vous pouvez travailler avec le gouvernement. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que vous devez, mais la chose que vous devez gérer aussi le plus, et ça, je tenais à vous le dire comme parent, vous devez vous gérer vous-même comme parent. Parce que envoyer notre enfant d'un service de garde, il y en a qui vivent de la culpabilité. Hein? Alors, leur entourage, on dirait même pas capable d'élever son enfant, on l'en veut envoyer encore élevé par le gouvernement, etc. Il y en a qui vont vous culpabiliser, tu devrais, ton enfant, voici et ça. Chaque parent doit ça. Il y en a qui n'ont pas pantoute, tant mieux. L'autre, gérez votre propre anxiété. Comme parents, là, surtout quand nos petits bébés, là, ils commencent à peine à être autonomes, il y a des papapoules puis des mamans-poules, hein. Alors, les papapoules et les mamans-poules, peut-être qu'elle lui donnera pas ça, puis j'arrange ses carottes comme ça, puis l'autre que c'est, etc. Hein? Laissez donc votre anxiété gérer ça. Et lâcher prise, les services de garde, c'est ça qui est merveilleux, ça nous permet de lâcher prise comme parents. Bien sûr, des fois, votre enfant vient peut-être une petite égratignure, un petit coup de camion du petit ami, l'autre une petite grappine, il arrive avec des petits bites dans la tête, il a attrapé une petite maladie infectieuse. Ben oui, mais c'est la vie, il est après socialiser, c'est ça un début, la garderie. Il socialise, il apprend des affaires, et vous, comme parents, vous devez apprendre à lâcher prise. Hein, c'est ça. Plus ils vont grandir, vous allez voir qu'il faut lâcher prise pas mal souvent. Alors, on continue, ce que je vous dirais juste, on continue d'être parents, même si notre enfant va avoir un service de garde. OK? Puis quand on dit qu'on continue d'être parents, ça veut dire qu'on s'implique. On va pas livrer notre enfant à garderie le matin, là, hein? Il s'en va dans son milieu de vie à lui, il a son autonomie, son fonctionnement dans ce milieu de vie. Vous en allez dans votre milieu de vie, puis le soir, on met ça ensemble. Donc, en conclusion, si on veut être fou de nos enfants au Québec, là, nos enfants ont le droit de vivre leur enfance, OK? Quand ils sont rendus à l'âge de l'école, ils iront à l'école. Vivre une enfance dans un milieu de vie de qualité. C'est ça qui est important. Et vous, les parents, vous avez le droit d'aller travailler sans avoir d'inquiétude, l'esprit en paix. Parce que vous savez que c'est sécure. Vous savez que si vous laissez votre enfant d'un service de garde, un permis du ministère, la sécurité est là. Les sortes de sorties, quand on a pris ce réseau-là, on avait peur que des enfants meurent s'il y avait un feu. Là, tout s'est réglé, ces affaires-là. Hein? Vous pouvez aller travailler en paix, puis là, vous remettrez votre rôle de mère ou de père quand vous venez chercher votre enfant. Alors, vous êtes, à mon avis, dans le moment, vous êtes une belle gang de femmes et de parents. Vous êtes dans une situation gagnante. Vous avez les 3 conditions pour gagner, mais il va falloir que vous vous investissez. Il n'y a pas d'autre choix. Puis je vous souhaite bonne chance, puis je suis sûre qu'en voyant toutes les femmes intelligentes que vous êtes, vous allez réussir. J'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Guy, pour votre présentation, votre fougue et votre expérience. On voit que ça dérougit pas les commentaires. Vous êtes très inspirante et très énergisante pour tous les parents qui nous écoutent. Avant de passer à la période de questions, ce que je retiens de votre présentation, c'est que oui, il y a ces 3 grandes conditions gagnantes que vous observiez, mais on voit dans le fond, si on fait un lien avec la présentation précédente, que tout le réseau s'est développé par des grandes poussées qui sont le fruit de mobilisation combinée à une véritable volonté politique. Et la volonté politique, ça dépasse le ministre ou la ministre en charge, mais ça va jusqu'aux finances, jusqu'au premier ministre.
Madame Marois en a parlé un peu de cette combinaison-là aussi. Donc, on voit que c'est cette combinaison du politique et de la société civile qui fait avancer les choses. Et on peut espérer que Ma place au travail est une de ces grandes poussées, contribue à une de ces grandes poussées qui va permettre d'améliorer les choses. J'ai plusieurs questions pour vous. Je vais vous les poser et je vais vous demander d'y répondre le plus succinctement possible parce qu'on en a quand même plusieurs. Votre présentation a été très intéressante pour les gens. Alors, si je prends la première question que j'ai ici, plusieurs personnes se posent la question en vous écoutant. Un des problèmes majeurs du développement et du réseau, c'est celui du personnel éducateur. Quelles solutions proposez-vous pour le problème du manque de personnel et de la rétention des éducatrices? Peut-être que je poserai cette question à vous, Madame Guy, vu que vous avez été vraiment plus dans le côté pratico-pratique de ça. Puis Madame Lalonde Gratton pourra prendre la parole après pour répondre si elle a des choses à ajouter. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui? Oui, donc quelle solution? Est-ce que c'est ouvert le micro? Oui, votre micro est ouvert. Oui. Ben écoutez, j'aimerais ça l'avoir la solution, mais il y a une chose qui est claire, il y a des conditions de travail qui sont aidantes là-dedans. Hein? Si plus en plus on a des meilleures conditions de travail pour ces femmes-là, c'est un peu comme le problème des infirmières, je pense, parce que ça a toujours été des professions de femmes, alors ça a été oublié. Hein? Alors, il y a d'abord l'amélioration des conditions de travail. Ce qui s'est fait, ce n'est pas encore assez, je suis d'accord, les conditions de travail par rapport à leur régime de pension et tout le reste. Ça n'est une des solutions. Je pense qu'il faut maintenir le ratio, là, je me souviens plus à combien il est rendu, de temps de professionnels par rapport à d'autres qui n'ont pas nécessairement fini leur profession, leur formation, puis qui s'en viennent, ils progressent tranquillement pour aller chercher un certificat. Je me souviens, c'était 3 sur 5 ou en tout cas un ratio comme ça, là, mais je sais plus où c'est rendu. Alors ça, il faut maintenir ça, d'avoir des gens qui ont des belles habiletés, mais il y avait peut-être pas toute la première formation de base, trouver des programmes spécifiques pour ça. Et bien sûr, il faut que les cégeps, parce que c'est une formation au niveau cégep, dans les régions, puis avec tous les mécanismes aujourd'hui de formation, je pense qu'on pourrait inventer l'Abitibi-Témiscamingue, les universités en région, là, ils ont fait des expériences extraordinaires. Dernièrement, j'en lisais une, je pense, en Abitibi-Témiscamingue, où ils donnent une formation Zoom par Zoom, étant par la pandémie, pour les former. Si les cégeps sont en retard, mais il faut travailler pour faire des programmes de formation adaptés à cette profession-là. Il va falloir mettre de l'argent là-dedans pour les former. Mais il y a sûrement d'autres solutions, mais je les connais pas toutes. Madame Lalonde Gratton, vous avez publié Fondements et pratiques en éducation à la petite enfance. Vous connaissez très bien le sujet. Est-ce que vous avez des éléments de solution à apporter? Plusieurs personnes se posent la question, comment on fait pour régler le problème de la main-d'œuvre qui est au cœur des pénuries? Bon, je crois d'abord qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce qui se fait à la petite enfance. Je pense que c'est peut-être ceux qui ont le plus de problèmes. Est-ce que je suis connectée? Là? Oui. OK. Je crois que, bon, les enseignantes aussi ont des problèmes, mais à la petite enfance, vu qu'on ne reconnaît pas la petite enfance comme étant un milieu éducatif comme il se doit, c'est difficile d'avoir la reconnaissance des éducatrices. Alors, c'est un premier point. Alors, quand on aura reconnu l'importance qu'ils ont pour la réussite scolaire future, qui est le grand discours des écoles, alors, je pense qu'on va pouvoir adapter leur salaire et reconnaître, leur donner des meilleures conditions de travail. Là, je sais que dans ce qui se passe actuellement dans beaucoup de CPE, c'est un manque de personnel, un manque de remplaçants. Il y a la situation de la COVID à l'heure actuelle qui fait en sorte qu'effectivement, il y a des éducatrices qui sont en congé de maladie ou quoi, et il n'y a pas de personne pour les remplacer. Donc, les groupes, à ce moment-là, on met les enfants dans des groupes, alors on dépasse le ratio. Ça, c'est des situations qui doivent être connues et rapidement réglées. Bon, au niveau de la formation, j'aimerais aussi ajouter que
moi, j'ai parti personnellement à l'UQAM un certificat en éducation en milieu à la petite enfance, qui s'appelle maintenant. Et je pense que c'est 1 an de formation et c'est très complet. C'est bon, il y a toujours moyen d'aller jusqu'au bac, mais si les gens qui veulent pas passer par 3 années de cégep, il y a quelqu'un qui a un DEC et en 1 année avoir un diplôme qui les reconnaît dans le milieu de garde. Alors, on a eu plus de 2000 personnes qu'on a formées à ce moment-là à l'université. Alors, je pense que ça, c'est important. La formation, pour moi, est essentielle. Alors, ça fait partie de la reconnaissance aussi. Alors, je pense que les éducatrices doivent parler fort, doivent parler très fort pour être reconnues et démontrer que non, elles n'ont pas les meilleures conditions de travail à l'heure actuelle. Ils sont pas toujours écoutés, mais plus on crie, plus on est en gang, plus ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question d'une participante, une question qui est arrivée pendant la présentation de Mme Marois, mais je vous la renvoie. Selon vous, quelles ont été les principales erreurs qui ont été faites peut-être au fil des ans là, pour la pérennité du réseau des CPE? Et erreurs qu'on devrait peut-être corriger s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a eu des actions d'État? Oui, il y a eu des luttes. Il y a eu beaucoup de luttes. L'histoire le montre. Et peut-être que les gouvernements n'ont pas assez écouté immédiatement pour régler les problèmes. Il a fallu que ça se refasse et refasse et refasse. On est encore au même stade, là. Il ne faut pas se compter d'histoire. Je dis pas qu'on n'a rien fait. Je veux surtout pas dire ça. Mais je veux dire qu'il y a encore des luttes et ça devrait pas. On devrait pas être encore à dire de revendications comme on a à l'heure actuelle. Bon, c'est ça. Je sais pas si Mme Guy a quelque chose à dire. Oui. Est-ce que Mme Guy a quelque chose à dire? Oui, Micheline, si tu permets, moi, je pense que la plus grande erreur, c'est la patience des femmes et des parents. Dans le sens, comme dit Micheline aussi, c'est que les revendications arrêtent un peu. Je vous dis, la première condition avant les budgets, c'est la revendication auprès des gouvernements, auprès de toutes les instances qui ont des responsabilités sociales et de faire connaître par les médias l'impact que ça a au point de vue économique. Actuellement, là, le message qui passe le plus aussi, c'est les messages économiques. On manque de main-d'œuvre, on a plein de femmes diplômées, puis on peut pas les engager parce qu'elles ont des bébés. Hein, ça va faire, là? C'est pas vrai qu'on est encore rendu là. C'est pas vrai qu'on est encore là, hein? Puis on dit la réponse que le gouvernement, et ça manque de vision du côté des politiques. On leur a pas rappelé quand la politique que Mme Marois dit qu'elle a défendu avec M. Bouchard et elle quand c'était premier ministre, où il intégrait l'approche des garderies comme milieu de vie. Quand un gouvernement arrive, le Parti libéral arrive, puis il dit, nous autres, on arrête ça, on développe le privé, puis le privé, allez reconduire votre enfant, puis on va faire des déductions d'impôts, même si ça coûte plus cher. On bâtit pas un réseau comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est des erreurs, ça, effrayantes d'avoir développé le réseau à but lucratif. Hein? Parce que ça a empêché de développer les parents n'avaient pas le temps ou n'étaient pas soutenus pour partir des garderies. Puis là, il s'est ouvert ça. Puis là, on a dit, ben oui, mais là, vous allez gagner plus d'argent. On a fait miroiter qu'il allait plus d'argent parce qu'en payant plus cher, quand il allait faire le rapport d'impôt, il allait avoir des déductions, etc. Puis les parents sont pas dans les conseils d'administration, dans les garderies à but lucratif. C'est aux parents s'adapter aux services, alors que ça devrait pas être ça. Les parents font avec le personnel et avec les gens qui sont là un milieu de vie pour leur enfant. C'est ça qui est important. Et la patience des femmes et des parents là est trop grande. Puis les femmes sur le marché de travail à l'heure actuelle, Monsieur Fortin, vous me corrigerez là, je ne sais plus à quel pourcentage on est rendu. Je pense que c'est dans 80. Alors ça se peut pas là. Les femmes, arrêtez d'être patientes. C'est la patience qui est l'erreur. Puis les politiques n'écoutent pas, les politiciens n'écoutent pas, puis comprennent pas ce langage-là. Parce qu'encore, je vous dis, quand on défendait, même au Conseil des ministres et ailleurs, je me faisais dire, oui, Madame Guy, pourquoi qu'on formerait des éducatrices? Quand ils ont besoin d'être formés, nos mères étaient pas formées, puis ils nous ont élevés.
Ben oui, mais c'est sûr. Ah ben, ils n'ont pas besoin d'être formés. On sait comment Micheline Lalonde a travaillé fort là-dessus pour la qualité de la formation. Écoutez, les préjugés sont encore là, là. Hein? Vous êtes avec des jeunes hommes qui ont évolué puis qui prennent des congés parentaux, mais il y a des hommes un peu plus âgés là et d'autres là, qui n'ont pas fait ce cheminement-là. Hein? Alors, la patience des femmes et des parents, moi, je pense que c'est une erreur. Ben, merci, on retient ça, on se le tient pour dit. J'ai le temps pour une ou deux autres questions. Une question un peu plus précise là, sur le fonctionnement des services de garde. Est-ce que le fait d'imposer des critères pour l'octroi de places en garderie accentue les inégalités dans l'accès aux services? Ou est-ce que ce serait plus équitable de pas établir de critères comme pour l'accès à l'école qui est universel? Je pense qu'on sous-entend ici là, des critères d'admission dans certaines garderies, des priorisations, etc. Micheline, veux-tu intervenir avant moi là-dessus? Non, vas-y, Stella, puis j'irai après. Ben moi, je ne sais pas de quels critères. Il faudrait voir les critères. Moi, je ne sais pas à quels critères vous référez. Est-ce que ces critères, par exemple, on ne prend pas ça? On parle, par exemple, je vais interpréter un peu la question, oui. Mais par exemple, on sait que les CPE, il y a des priorisations dans l'accès aux enfants. Dans certaines garderies, il peut y avoir certains critères discrétionnaires qui peuvent arriver, où on devrait avoir aucun critère, puis... non, je sais qu'un des critères, c'est de prendre un enfant, un deuxième enfant, ou un troisième enfant, quand il y en a un qui est déjà là. Ça, je sais que c'est un des critères, mais oui. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres critères, à moins qu'un enfant soit référé peut-être par un CLSC ou par qui a besoin d'aide, mais je ne connais pas d'autres critères que... Moi, j'ai vu des critères, parce que mes petits-enfants là, étaient dans la garderie. Il y en a qui vont utiliser le critère de la localisation en disant, nous, les parents du quartier, on a fermé notre garderie, on veut on donne priorité aux enfants qui sont dans cet arrondissement-là ou parce qu'on veut que ce soit une garderie de quartier, à moins de montrer que le père travaille ou la mère travaille dans le quartier quand il vient travailler. Des critères de localisation. Ce que je trouve particulier parfois, c'est des critères par rapport aux enfants handicapés, parce qu'on avait travaillé là-dedans déjà de voir une politique d'accueil pour les enfants handicapés. Ça dépend quel handicap. Il y a des garderies qui sont capables de le prendre sans critères particuliers. Ça va très bien que c'est bon pour l'enfant. Je ne sais pas, il faudrait les regarder jusqu'à quel point c'est le conseil d'administration qui les a mis les critères. Hein? Alors, si les parents sont sur le conseil d'administration, est-ce que les parents ont été d'accord avec ça? Je ne sais pas. Il y a un petit bout là, de fonctionnement que je ne connais plus des garderies. Ben, c'est correct. De toute façon, c'est une très très vaste question. Je pense que j'ai le temps pour une dernière question, mais on aura d'autres présentations qui vont peut-être y répondre dans la journée. Peut-être une dernière question sur la question de peut-être un peu de la mobilisation. Là. Quelqu'un demande que la question des employeurs est primordiale aujourd'hui pour améliorer l'accès des mamans, notamment les horaires atypiques ou peu prévisibles, qui sont une réalité qui est peut-être un peu différente aujourd'hui par rapport aux années 80 où il y avait moins d'horaires atypiques chez les femmes. Donc, à votre avis, comment on peut s'organiser dans des contextes de travail non traditionnels pour avoir accès à des services de garde? Moi, je me souviens qu'il y avait eu, à travers le Canada, une étude, et puis on avait tenté d'implanter des services de garde de nuit, de 4 heures à minuit, des choses comme ça. Et ça n'a pas fonctionné. Je me souviens que c'était très difficile à gérer. Peut-être pas au niveau financier, tant qu'au niveau du personnel éducateur et tout ça. Bon, ça devient comme les infirmières, dans le fond, où il faut toujours avoir quelqu'un. On n'avait sûrement pas assez de personnel pour réaliser ça.
assez d'endroits où c'était possible de faire dormir les enfants et tout ça, et même du service ça, je me souviens pas. Je sais pas si tu te souviens, c'était là de cet épisode-là. Oui, et on l'a fait au Québec aussi. On l'a fait dans 2 garderies au Québec et ça n'a pas été concluant parce que la densité de la demande n'est pas assez forte pour le rentabiliser là, d'une certaine façon. Puis les parents trouvaient pas ça si satisfaisant. C'est pour ça que il n'y a jamais un modèle unique. La garde en milieu familial, elle a sa place aussi. Hein? Oui. Ça a sa place pour les conditions de travail, comme dans ces conditions-là. C'est sûr qu'avec la pandémie puis le télétravail, il y a peut-être là, des parents qui vont mieux composer sur les horaires différents selon l'horaire du conjoint ou de la conjointe. Mais je pense aussi qu'il faut pas voir la garde en milieu familial comme de catégorie moindre. Ça répond à d'autres besoins. Puis maintenant que c'est supervisé, que vous êtes assuré que votre enfant n'est pas branché au sous-sol de la maison de la dame sur la télévision, ben là, c'est une autre affaire. Là. On a déjà vu ça, mais je pense que si c'est une garde en milieu familial bien encadrée, supervisée, avec des gens qui sont formés en conséquence, ça peut répondre à des besoins particuliers. Hein? Et tant qu'on n'aura pas assez de place, je pense aussi ce qui va arriver quand on aura au moins comblé le besoin de base. Il n'est pas comblé, là, le besoin de base. On varie entre 50 000 et 20 000 dans les journaux. Hein? Ça sort entre 20 000, 30 000. Je ne sais pas comment composer la liste. Là, j'ai aucune idée. Bon, mettons qu'on a réglé le problème de base, là, que ça roule assez bien, que toutes les garderies fonctionnent avec un taux d'occupation, mettons, de 95% là, pour une moyenne. Il y en a qui sont à 100 et tout ça. S'il reste la marge de manœuvre dans l'espace et les places, ben là, les parents ils peuvent, des fois, il y a des garderies qui ont fait la halte garderie, par exemple, pour juste tant d'heures par semaine, parce qu'il y avait un local supplémentaire, puis ils ont fait aussi des services de halte garderie, parce que les parents avaient juste besoin d'une demi-journée, 3 jours semaine. Vous avez toute la possibilité. Il faut le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire avec les parents, avec ceux qui vont gérer la garderie, ensemble, et ajustez-le à vos besoins. Ajustez-le à vos besoins. Puis les garderies supervisent, il y a beaucoup de CPE qui supervisent la garde en milieu familial et c'est eux-mêmes qui intègrent les enfants. Alors, vous voyez, si c'est votre enfant, si c'est des besoins de nuit, vous pourrez. Si c'est un enfant handicapé ou un enfant malade qui demande des soins particuliers, vous allez... Écoutez, les parents, on est toujours merveilleux, les parents. On trouve toujours, il y a des parents tellement merveilleux, trouvent toujours les solutions. Faites-vous confiance, vous allez trouver solution. Merci beaucoup. Avant de prendre une dernière question, je voudrais préciser à tous les participants qu'on a Madame Nathalie Bigras qui va faire une présentation cet après-midi où elle va aborder cette question des services de garde privés, publics, les critères, etc. Donc, il y a peut-être des choses auxquelles on va répondre par la présentation de Madame Bigras. Je me permets une dernière question parce qu'on me dit qu'on va raccourcir la pause vu qu'on a trop de choses à se dire et que les prochaines présentations, on va avoir le temps. Donc, une dernière question, je vous demanderai peut-être de répondre succinctement. Une question ici d'une personne qui se demande pourquoi les éducatrices en CPE ont besoin d'un diplôme alors que dans les milieux familiaux, on a parfois seulement des formations de 45 heures. Est-ce que c'est pas pourtant le même travail? Donc, ou est-ce que certains enfants ont besoin d'éducatrices plus formées? Pour quelles raisons? Donc, pourquoi ce contexte actuel où on a des différents... Vas-y, Micheline. Oui, premièrement, c'est sûr que les ratios en milieu familial et les ratios dans un CPE ne sont pas les mêmes. Alors, une éducatrice... Mais c'est sûr qu'il y a des connaissances de base en psycho et développement de l'enfant. Ce que reçoivent les éducatrices en milieu familial. Elles ont, je me souviens pas, c'est 45 heures par je sais pas combien de temps. C'est un petit bout de temps que j'ai laissé, là, ça paraît. Mais je sais que en CPE, quand tu as un groupe de 10 enfants ou un groupe de 8 enfants, ou tu as des poupons, tu as 5 poupons, il y a un fonctionnement extrêmement différent. Et ce qu'on apprend avec cette formation-là, c'est de vivre justement
cette façon de faire qui est bien différente dans un milieu où on accueille 60 enfants, alors qu'en milieu familial, la dame est seule avec 6 enfants. Alors, ça, c'est sûr que c'est l'obligation. Il y a une obligation de formation de base pour les éducatrices en milieu familial. Alors, elles ont un renouvellement tout le temps. Elles doivent suivre d'autres cours de 45 heures. Mais c'est sûr que je pense que le certificat, par exemple, en éducation en milieu de garde que je connais, on couvre à peu près toutes les facettes nécessaires pour travailler dans un CPE. Et c'est quand même une formation là, avec 90 crédits, là, et une formation complète. Là. Nécessaire pour travailler en CPE. Ou dans une garderie, à mon avis, sans but lucratif. Puis peut-être que je permettrais d'ajouter pour la garde en milieu familial, parce qu'on en avait beaucoup développé de classe, les femmes, généralement, il y en a toujours des exceptions, les femmes qui choisissent de faire la garde en milieu familial chez eux en même temps qu'ils ont un enfant ou deux, ce sont habituellement ou majoritairement des femmes qui sont comme j'appellerais ça des sortes d'éducatrices nées. Il y en a qui ont il y a des personnes comme ça, on a chacune nos habiletés dans la vie. Elles aiment les enfants, elles ont une habileté, elles ont des éducatrices. Pensez à vos mères des fois ou à d'autres. On dit comment ça se fait qu'elles étaient capables d'élever 6 enfants, 6 caractères différents, puis il y avait des choses, je ne dis pas qu'il n'y a pas de manque, je ne dis pas qu'il ne faut pas surveiller pour maintenir la formation, mais il ne faut pas sous-évaluer non plus que même si certaines de ces femmes, une grande majorité, n'ont pas tout à fait le diplôme, c'est des bonnes éducatrices. Quand on les encadre avec un certificat de 45 heures, là, il y en a qui font vraiment du beau travail. Ah, je vous ai perdu. Ah, on vous en prie. Pardon. Je vous remercie beaucoup, mesdames, pour ces. On va être obligé de mettre fin à la période de questions parce que le temps file, mais on pourrait passer la journée ensemble sans aucun doute. Donc, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Madame Guy et Madame Lalonde-Graton pour ces conférences passionnantes, mais aussi très engagées. Je pense que nos participants vont retenir de vos présentations l'appel à l'action et l'appel à l'implication pour faire changer les choses, mais aussi pour s'impliquer dans le quotidien de nos enfants qui fréquentent les garderies. Donc, je vous remercie énormément à tout le monde et je vais passer la parole à Myriam Moore pour la suite des choses.